Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 73 de Parlons Constitution. On va parler de liberté d'expression et du contre-pouvoir médiatique. On va parler en fait du rapport entre les médias et la politique, tout de suite après le générique. Pour rentrer pleinement dans le sujet, il faut d'abord voir quelques rappels. Évidemment, on a déjà fait 72 épisodes dans cette série, donc il y a des choses à savoir pour pouvoir aborder cette question des médias. D'abord, le but de la société qu'on avait défini à l'épisode 3. C'est un but assez large, mais qui est important de se rappeler pour savoir pourquoi on fait société, pourquoi on fait État, et donc pourquoi cette constitution existe. À quoi elle sert, quel est son objectif, quel est l'objectif de la société, et donc aussi, d'une certaine manière, celui de la constitution. Le but, c'est la recherche du bonheur de tous et de chacun. Et j'insiste sur recherche, et aussi sur tous et chacun. C'est à la fois collectif, individuel, et c'est surtout de la recherche. On n'impose pas le bonheur, on n'impose pas une vision du bonheur, on recherche collectivement et individuellement ce qu'est le bonheur. Donc il faut protéger les libertés et droits fondamentaux, bien sûr. Pourquoi? Pour aller contre les abus de pouvoir ou la tyrannie de la majorité, ce qu'on avait dit à l'épisode 15. Et surtout, si on fait le lien avec le but de la société, c'est car la recherche du bonheur suppose un minimum de liberté. C'est en fait un principe libéral du droit moderne. C'est le principe libéral du droit moderne qui dit quoi? Qui dit que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Voilà, c'est une version très simplifiée, hein. Il y a des exceptions à ce principe libéral, mais en gros, la liberté, c'est la norme, l'exception, c'est l'interdiction. Pourquoi? Car il faut être libre. Il faut présupposer que nous sommes libres, à moins que la loi nous empêche de faire quelque chose, ou que les autres, le contexte, etc., peu importe, mais de base, nous devons être libres. Nous devons être libres pour pouvoir rechercher. Libres de penser, libres de rechercher, d'avoir de l'information, de nous exprimer. La recherche suppose un minimum de liberté. On avait dit aussi à l'épisode 16 que les libertés ne sont pas naturelles, car il n'y a pas de preuves solides, enfin je ne trouve pas qu'il y a des preuves solides pour dire que les libertés fondamentales, les libertés et droits fondamentaux soient naturelles, pas de droit naturel donc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les libertés et droits fondamentaux sont politiques et débattues. Ce qui va avec, pour moi, cette idée de procédure de révision fondamentale, c'est-à-dire que le peuple, une majorité qualifiée du peuple majeur, peut débattre et réviser ses libertés et droits fondamentaux. Ensuite, on avait dit que ces libertés sont protégées par un contrôle de constitutionnalité interne effectué par la Cour constitutionnelle et d'une certaine manière, dans certains cas, aussi par le juge administratif. Mais c'est surtout par le juge constitutionnel. C'est ce qu'on avait vu à l'épisode 18. Maintenant qu'on a vu tout ça, c'est assez simple, hein, c'est un rappel concernant la liberté. Le but de la société, la liberté. Pourquoi on a besoin de cette liberté? On en a besoin pour la recherche du bonheur collectif et individuel. Et donc, on a besoin de cette liberté d'expression. On va quand même aller un peu plus loin dans les rappels. On avait parlé d'un vote libre, des conditions pour un vote libre à l'épisode 53. Il y en a plusieurs. On avait regardé toutes les conditions. Il faut que toutes ces cases-là soient remplies. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que dès lors, on avait déjà exprimé l'idée de liberté d'expression et de liberté de la presse. Aussi l'idée qu'il faut un accès équitable aux médias pour les candidats. Et il y a d'autres, points importants de toute cette liste de conditions pour un vote libre qui ont un lien, plus ou moins direct avec cette idée de médias, de liberté d'expression et cetera. C'est bien sûr l'idée qu'il faut des informations impartiales sur les candidats et le scrutin et aussi l'idée du pluralisme politique. Donc pas de répression des partis, certes, mais aussi du pluralisme par l'expression dans les médias. Plusieurs partis qui s'expriment dans les médias, qui peuvent débattre les points de vue qui sont nombreux au sein des médias, une pluralité de points de vue, de candidats, de partis, etc., etc. Enfin, dernière chose, ce qu'on avait dit à l'épisode 72, est-ce que les médias sont une protection contre l'autoritarisme? Sont-ils des gardiens, des veilleurs indépendants et protégés? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant toute chose, avant de commencer par parler de l'intervention d'un contre-pouvoir médiatique protégé, jamais dire que cette vidéo n'est qu'un survol, en fait, des nombreuses questions sur les médias et leur relation au pouvoir constitué, et dans l'action publique et la politique de l'État. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va pas répondre à toutes ces questions. C'est pour montrer l'ensemble des sujets, un panorama, si on veut, de ce sujet, de cette thématique des médias et de leur relation avec le pouvoir politique, avec les pouvoirs en place, et on va répondre à une partie des questions, mais le débat reste ouvert déjà, parce que c'est pas en constitution et le débat reste toujours ouvert de toute façon.
mais surtout parce que je ne peux pas répondre à toutes les questions, parce qu'il y a beaucoup de questions qui relèvent de la sociologie, de la science politique, de la sociologie des médias bien sûr, de la sociologie de l'action publique et ce n'est pas seulement, un point de vue, philosophique, il y a aussi de la science derrière. Donc il y aura des réponses, j'apporterai des réponses, ma vision des choses et aussi, des points de vue qui sont documentés, scientifiquement, en sociologie ou en sciences politiques, mais il n'y aura pas toutes les réponses, il y aura beaucoup de questions, ce qui n'empêche pas que c'est très intéressant et qu'on va aborder ce sujet en 3 parties. Donc d'abord, l'intervention d'un contre-pouvoir médiatique protégé. Ensuite, on parlera de l'encadrement ou non de l'utilisation politique des médias, pour finir par parler des effets des médias sur les gens, sur qui, dans quelles conditions, dans quelles proportions est-ce que les médias ont un effet sur la politique, comme sur, tout un chacun, sur les citoyens, sur le public en fait des médias. Donc tout d'abord, j'avais commencé à l'introduire, les médias, c'est un contre-pouvoir, car les médias permettent l'expression politique de parties de la société qui sont hors du pouvoir institué, c'est-à-dire qui ne sont pas dans les institutions, ils ne sont pas au gouvernement, ils ne sont pas à la justice, ils ne sont pas dans les tribunaux, ils ne sont pas dans le parlement, ils ne sont pas dans des agences de l'État ou ce genre de choses, voilà, des institutions officielles, ils ne font pas partie de l'administration. Non, ce sont, voilà, tout un chacun, des citoyens lambda. Aussi des partis qui voudraient s'exprimer, mais qui n'ont pas le pouvoir. Ça peut être aussi tout un tas de groupes d'intérêts différents. On va en reparler. Soit des syndicats, des associations, des entreprises, etc., etc. Et ce contre-pouvoir médiatique, il est protégé. Cette liberté, la liberté d'expression, elle permet le pluralisme et une circulation des idées qu'on a dit importante pour la recherche collective individuelle du bonheur. Et cette liberté, elle est protégée à différents niveaux et notamment un rôle très important en tant que liberté et droits fondamentaux aux articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc d'abord la liberté d'opinion à l'article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. C'est pas une liberté d'opinion absolue, il y a la limitation de l'ordre public, donc en cas de trouble à l'ordre public, la liberté d'opinion n'est pas permise. Évidemment, certaines opinions, même si on ne peut pas empêcher quelqu'un de penser évidemment, mais certaines opinions ne peuvent pas s'exprimer et ça, c'est dit en fait dans la partie, de l'article 11 qui parle de liberté d'expression. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, de l'être humain en général bien sûr. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Bien sûr qu'il y a des cas où ce n'est pas possible. Tout ce qui est appel à la haine, tout ce qui est racisme, homophobie, et j'en passe, apologie du terrorisme. Mais le principe, la base, c'est la liberté d'opinion, c'est la liberté d'expression. Et ici, on le voit, liberté de parler, d'écrire, d'imprimer librement, donc liberté de la presse. Et cette idée de liberté d'expression, bien sûr, elle est centrale dans la DDHC, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais on la retrouve également à d'autres niveaux dans notre constitution, mais pas que, aussi dans la loi, hein. Il y a la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui est l'une des lois les plus importantes en France concernant la liberté de la presse. Alors bien sûr, c'est une loi, c'est pas au niveau constitutionnel, ni ici, comme avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au niveau des droits fondamentaux. Mais c'est quand même la loi ici qui, va donner toute son importance, sa réalité en fait, à cette liberté d'expression dans son exercice. Et dans la Constitution, qu'est-ce qu'on a dans la Constitution elle-même? Eh bien, on n'a pas grand-chose. On a bien sûr le rappel à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait dire au juge constitutionnel que, la liberté d'opinion et la liberté d'expression sont garanties par les articles que j'ai cités juste avant, et c'est normal. Mais dans la Constitution elle-même, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Il y a bien quelque chose. Il y a l'article 4, paragraphe 3 de la Constitution, qui nous dit ceci. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions. Voilà. Déjà, liberté d'expression. Liberté d'opinion aussi, puisque ce sont les expressions pluralistes des opinions. Et aussi, on l'a dit en rappel au début, condition pour un vote libre, la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. Bien. Allons plus loin en parlant de l'intervention de ce contre-pouvoir médiatique qu'on vient de voir.
On l'a vu, il est protégé et il intervient. L'intervention ici, on va parler de façon générale d'intervention des médias, mais surtout de l'intervention via les médias, car ce ne sont pas les médias eux-mêmes, ce sont les personnes aussi qui s'expriment dans les médias, même surtout les personnes qui s'expriment dans les médias, qui vont transmettre des choses, qui vont participer notamment à ce qu'on appelle la construction des problèmes publics. Mais avant toute chose, parlons de quelques acteurs significatifs. Dans les médias, il y a bien sûr tout un tas de médias différents, mais significativement pour ce qui est de la politique, il y a la presse d'opinion, qui est une presse qui parle de la chose politique, d'actualité internationale, qui donne la parole à des acteurs politiques, à des partis, à des personnalités politiques influentes qui discutent de politique, de choses politiques. Et quand on parle de presse d'opinion, c'est aussi avec un certain angle. Les journaux de la presse d'opinion ont un certain angle, une certaine lecture du monde, une ligne éditoriale. Donc ça, c'est concernant la presse. Mais on a aussi des personnes qui s'expriment dans les différents médias. On a bien sûr ce que le sociologue Howard Baker appelait des entrepreneurs de morale, des entrepreneurs de cause. Alors c'était bien sûr pas en français, puisque M. Baker était un sociologue américain qui a parlé de ces entrepreneurs moraux, entrepreneurs de morale ou entrepreneurs de cause, dans un ouvrage très célèbre, Outsiders, Studies in the Sociology of Deviance, en 1963. Pour comprendre ce que sont les entrepreneurs de morale, rien de mieux qu'un exemple, bien sûr, le droit au logement par exemple. Si on prend le droit au logement, qui sont les entrepreneurs de morale, les entrepreneurs de cause, qui vont défendre une cause, défendre des valeurs, défendre des intérêts? Eh bien, ce sont par exemple des associations. En droit au logement, ça peut être des associations qui défendent les logements des propriétaires ou qui défendent les locataires. Ça peut être les propriétaires eux-mêmes, ça peut être les bailleurs, etc., etc. Ce sont toutes les personnes qui défendent une certaine vision de la morale, une certaine cause aussi politique. Et ce n'est pas à confondre, bien sûr, avec les lanceurs d'alerte, qui sont des personnes voilà, très spécifiques. Les lanceurs d'alerte, ce sont des gens comme tout le monde, entre guillemets, des travailleurs, des membres d'associations, des membres de l'administration, qui vont sortir de leurs réserves, sortir de leur poste pour divulguer des informations sensibles, disons. Ou bien il y a aussi les lanceurs d'alerte qui vont donner une alerte, qui peut être scientifique ou qui peut être à l'issue d'un rapport interne d'une administration qui montre différents problèmes ou suite à une longue étude, sur, des problèmes dans la police ou, sur des problèmes, climatiques ou, économiques, ou, de transparence dans les médias. Ça, c'est si on élargit la notion de lanceur d'alerte. Mais à la base, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui va prendre des risques en divulguant des informations qu'il n'est pas censé divulguer dans la presse pour justement alerter sur une situation qui est anormale. Faut pas confondre les entrepreneurs de morale ni les lanceurs d'alerte avec la notion plus large de groupe d'intérêt. On va parler, bien sûr, des groupes d'intérêt qui sont des groupes de pression, mais pas seulement. Donc, les groupes d'intérêt, ce sont des groupes de personnes organisées, porteurs d'un intérêt particulier. Voilà, ça, c'est une définition très large. Donc, je l'ai rapidement dit, les groupes d'intérêt, ça peut être qui? Ça peut être une association, ça peut être un syndicat d'entreprise, un syndicat de travailleurs, un think tank, comme on dit aussi, des groupes de pensée, des groupes de parole. Ça peut être aussi ce qu'on appelle plus communément des lobbies, mais lobby, c'est la même chose que groupe d'intérêt. Ça peut être des groupes de pression qui agissent pour l'industrie ou pour l'agriculture ou sur un thème très spécifique qui vont défendre des intérêts particuliers. Ce n'est pas un mal en soi, qu'une association, qu'une entreprise, qu'un syndicat défend des intérêts particuliers, ça ne pose pas de problème. C'est ensuite comment est-ce que ça peut se dérouler qui peut poser problème. Mais les groupes d'intérêt, les lobbies, il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif à la base. Les groupes d'intérêt, ils agissent par différents modes d'action. Des modes d'action d'intervention directe, comme des affiches, des manifestations, des mouvements sociaux divers et variés, de la communication dans les médias, mais aussi des modes d'influence plutôt indirects. Donc dans l'action directe, on a le lobbying, la logique d'influence, la négociation, l'action conflictuelle comme la grève ou le blocage, l'action juridique aussi, la manifestation, toute forme de mobilisation militante des personnes qui adhèrent au groupe d'intérêt. Mais ça peut être aussi indirect, comme je l'ai dit, comme des actions plus symboliques, comme des sit-ins qui ne sont pas une intervention directe, les die-in,
c'est-à-dire faire le mort à un endroit, les occupations de lieux, les chaînes humaines. On a aussi plus largement comme mode d'action indirect les prises de position politiques, donc avec un travail médiatique important, la création de dossiers médiatiques, la diffusion de symboles. Par exemple, dire que le vin est un art de vivre à la française, cette formule très célèbre bien sûr, mais qui est en fait une création de lobbies de personnes qui ont un intérêt particulier derrière ça, car c'est incité à l'achat de vin en utilisant des ressorts patriotiques. C'est des prises de position publiques, etc., etc. Il y a plein de modes d'action différents. Et donc, ces personnes-là interviennent dans les médias. Les médias eux-mêmes participent à ce qu'on appelle la construction des problèmes publics. Revenons d'abord sur ce que c'est que l'action publique et ensuite ce que c'est que la construction des problèmes sociaux et des problèmes publics. L'action publique, c'est un ensemble de moyens formels et informels dont se dote une société pour organiser son fonctionnement et prendre en charge les problèmes qui peuvent fragiliser sa cohérence. C'est donc une notion assez vaste qui touche, un peu tout, et qui touche, en général, l'accès à de bonnes conditions d'existence, que ce soit la santé, les transports, l'accès au travail, la participation à la vie démocratique, et cetera, et cetera. Bref, ce sont des moyens mis en place dans une société, par la société elle-même et donc par l'État, par l'administration, hein, on entend plutôt ici, mais pas forcément que elle, puisque l'action publique peut aussi s'appuyer sur des associations. Mais bref, cette action publique, elle est là pourquoi? Surtout pour répondre à des problèmes sociaux, des problèmes publics. Alors, c'est quoi un problème public? Un problème public ou problème social, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. En fait, si je cite Éric Neveu dans L'approche constructiviste des problèmes publics, un aperçu des travaux anglo-saxons qui est sorti en 1999, donc Éric Neveu, c'est un sociologue et politiste français, il a dit, je le cite, du plus tragique au plus anecdotique, tout fait social peut potentiellement devenir un problème social s'il est constitué par l'action volontariste de divers opérateurs. La presse, les mouvements sociaux, les partis, les lobbies, les intellectuels, comme une situation problématique devant être mise en débat et recevoir des réponses en termes d'action publique. Budget, réglementation, répression, etc. On le voit, les problèmes sociaux, ça ne va pas de soi. C'est une construction sociale. Les problèmes n'existent pas par eux-mêmes. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes, mais il faut d'abord les penser comme problèmes et les remonter comme problèmes pour qu'ils deviennent des problèmes publics. En fait, il n'y a pas de problème politique par nature. Ça dépend du point de vue. Un fait social doit être construit comme problème public pour le devenir. C'est pas automatique. Le problème doit être formulé. Il doit être problématisé ou énoncé d'abord. C'est pas l'apparition du problème, la formulation. Par exemple, le travail des enfants. Ça existait depuis longtemps et c'est pas considéré comme un problème avant le 19e siècle. Donc il y a la formulation, il y a la construction, l'énonciation du problème. Ensuite, il y a la façon, la manière de poser le problème. Par exemple, pour le tabac. Est-ce que c'est un problème personnel ou de santé publique? Voilà, donc dans l'énonciation, il y a déjà un cadrage qui s'opère, des choix qui s'opèrent. La façon de constituer le problème. Le fait peut être le même, le problème qui va ensuite être formulé peut être légèrement différent. Bien sûr sur le même sujet, mais légèrement différent. Une fois qu'on a énoncé le problème, qu'on l'a bien formé, bien formulé, il faut ensuite convaincre, il faut persuader. Et bien sûr, les différents acteurs n'ont pas les mêmes ressources pour ça. Il faut publiciser le problème. On parle de publicisation du problème. Certains problèmes ne restent connus que d'un petit milieu. On parle de causes orphelines. Aussi, en plus de montrer le problème, il faut montrer qu'il faut y répondre, qu'il faut que la situation change. C'est pas tout de dire qu'il y a un problème. Il faut aussi dire que la situation peut changer. Et bien sûr, il faut dire ensuite qu'il y a un enjeu et que l'action publique peut être légitime. Alors la publicisation, ce n'est pas que dans les médias. Ça peut être en s'adressant directement à un ministre. La construction de l'enjeu, c'est montrer qu'on peut agir et que donc il faut agir. Par exemple, pour les tremblements de terre. Le tremblement de terre, c'est une fatalité. Mais on peut aussi agir. Comment? Par l'éducation, par la construction, l'aménagement urbain, etc., etc. Ensuite, il faut légitimer l'action publique. Dire qu'il y a un problème, c'est bien. Faire savoir qu'il y a un problème, c'est bien aussi. Mais ensuite, dire qu'on peut le résoudre, qu'il faut le résoudre et que c'est du ressort de l'État, c'est du ressort des administrations de s'en occuper, c'est autre chose. Ça peut être aussi une collectivité publique, hein, ça peut être le département, ça peut être au niveau de la ville.
Ça peut être au niveau de l'Union européenne, hein, si on parle d'un cadre plus large. Mais il faut dire que l'action publique, il faut donner des arguments pour aller dans le sens d'une action publique, d'une action des pouvoirs publics. Car il peut y avoir un problème social qui soit énoncé, hein, qui soit problématisé, qui a un enjeu derrière, mais les pouvoirs publics, et peut-être même pas que les pouvoirs publics, les administrés, tout le monde pense que ce n'est pas du ressort de l'État, que ça peut être du ressort des individus eux-mêmes, ou de la famille, des entreprises, de l'Église. Bon là, c'est plutôt dans un autre temps, mais bon. C'est pas car il y a un problème qui est identifié que les personnes qui vont résoudre le problème, ce sont forcément l'État, ce sont forcément les administrations. Ça, c'est aussi une construction sociale. Aussi, chose importante, imposer la définition d'un problème public, comme il y a une certaine formulation, il y a des choix qui s'opèrent à différents niveaux aussi dans la construction de l'enjeu, et bien au fond, c'est en occulter d'autres, les versions alternatives de ce même problème, mais pas que, aussi les problèmes dont on n'a pas parlé, car on ne peut pas parler de tous les problèmes publics. Certaines causes vont rester orphelines, certaines vont ne jamais être formulées. Souvent on l'oublie, hein, quand on parle de problèmes publics. On oublie de dire que c'est un des intérêts souvent inconscients quand on est dans un problème public, quand on met des choses sur la table, c'est en fait la fabrique de l'ignorance, on pourrait dire. Énoncer des problèmes, c'est aussi, et parfois beaucoup, mettre d'autres problèmes sous le tapis. Ça, il faut y penser aussi. Parfois, on crée même des problèmes exprès pour détourner le regard, pour réorienter. Ça se fait aussi beaucoup par les politiciens eux-mêmes, hein. Créer un problème, je ne dis pas créer un problème dans le sens créer un fait social qui génère un problème, mais justement énoncer ce problème dans cette construction des problèmes publics, eh bien un politicien, un homme ou une femme politique, pourrait créer un problème, identifier un problème qui n'en est pas réellement un, pour qu'on ne parle pas d'autres problèmes. Une fois qu'on a tous ces problèmes publics qui existent, hein, qui sont formulés, etc., qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, une partie d'entre eux va être mis à l'agenda. La mise à l'agenda, c'est l'ensemble des problèmes perçus comme appelant un débat public ou l'intervention des autorités publiques. Il faut distinguer ce qu'on appelle l'agenda institutionnel et l'agenda systémique. L'agenda systémique, c'est la priorité d'une partie de la population. L'agenda institutionnel, c'est plus spécifiquement ce que les institutions se donnent la mission de faire. Dans la mise à l'agenda, il y a quelque chose qui est important de dire. C'est que parfois, un problème public est mis à l'agenda en même temps qu'il est construit. Ça intervient particulièrement quand il y a un élément déclencheur. Il y a alors une prise de conscience. Prenons un exemple très simple, l'explosion de l'usine AZF. Certains ne savent pas ce que c'est, mais bref, c'est une explosion d'une usine en France qui a eu lieu et qui a mis la lumière sur un problème spécifique que sont les sites industriels dangereux. En fait, c'est pas la qualité, c'était pas la nature, la quantité ou la permanence qui fait qu'un problème sera pris en charge ou non. Il y a différents processus, en plus des processus de construction des problèmes publics, il y a différents processus de mise à l'agenda. Prenons un exemple, la fenêtre d'opportunité. John Wells Kingdon, qui est un politiste américain, a parlé de cette fenêtre d'opportunité dans Agenda, Alternatives and Public Policies en 1984. Pour lui, alors c'est une vision simplifiée, disons, de la réalité, c'est une grille d'analyse. Pour lui, eh bien, la mise à l'agenda d'une politique publique s'opère quand il y a la rencontre de trois courants. Et quand ces trois courants se rencontrent, ça ouvre une fenêtre d'opportunité pour la mise à l'agenda d'un problème public. Il y a d'abord le courant des problèmes, le courant des problèmes publics. On a ensuite le courant des solutions. Car oui, une mise à l'agenda, ce n'est pas que quand il y a un problème, c'est aussi quand il y a la solution qui est disponible pour y répondre. Ça incite beaucoup plus les institutions à y répondre. Si elles savent comment y répondre, elles vont le mettre à l'agenda et y répondre. Sinon, le problème existe, mais il n'y aura pas forcément de mise à l'agenda. Donc déjà deux courants. Ensuite, il y a un troisième courant, c'est le courant des événements politiques. Car oui, il peut y avoir un problème, il peut y avoir une solution pour y répondre, mais le lien entre les deux ne se fait pas. Un événement déclencheur va forcer cette rencontre. L'événement déclencheur, l'événement politique, va mettre le doigt sur le problème, et par une pression politique, qui peut être d'un parti, qui peut être des citoyens eux-mêmes, eh bien, à partir de cette pression politique, le problème va potentiellement rencontrer une solution et il y aura une mise à l'agenda. Je répète, fenêtre d'opportunité, elle s'ouvre selon Kingdon lorsqu'il y a la rencontre de trois courants, le courant des problèmes, le courant des solutions et le courant des événements politiques. Et les fenêtres d'opportunité sont fréquemment ouvertes. À quel moment? Par le cycle électoral. Donc il peut y avoir des tentatives d'anticipation de ces fenêtres.
Et bien sûr, ça dépend aussi beaucoup des événements politiques dont on vient de parler. Aussi, selon Kingdon, il y a des agendas dans les agendas. Pourquoi? Car il y a de nombreux agendas selon les institutions, qu'elles soient locales, nationales, européennes, etc., et avec différents agendas sectorialisés, propres à chaque secteur d'activité. Donc, il peut y avoir un agenda institutionnel au niveau de l'État de façon générale, mais au sein de l'État, un agenda juste pour la partie économie ou finances publiques, si on veut, qui se répercute ensuite dans d'autres agendas au niveau, je ne sais pas moi, de la direction générale des finances publiques, mais aussi au niveau, sur le même sujet, hein, sur le même secteur, au niveau des collectivités territoriales qui vont avoir des agendas aussi en termes de finances publiques, etc., etc. Il y a des agendas multiples et un brick. Et dans cette action publique et cette construction des problèmes sociaux, des problèmes publics, qu'est-ce que les médias ont à faire là-dedans? Eh bien, les médias ont un rôle dans cette construction des problèmes publics et dans leur mise à l'agenda. Les médias, en général, jouent un rôle central. Ils vont médiatiser ces problèmes et médiatiser les événements qui vont conduire potentiellement à une mise à l'agenda. Par exemple, le fait que les médias aient parlé d'affaires sur le financement de la vie politique, ça a pu précipiter la loi de 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. L'action des médias peut être de relayer une partie des mobilisations sous un certain angle et une mobilisation plus qu'une autre. Il y a un choix bien sûr qui s'opère. Elles peuvent formuler un problème comme une urgence, par exemple l'amiante, qui est utilisée dans les entreprises, mais aussi dans les hôpitaux et les écoles, ce qui a pressé les responsables politiques. Les personnalités politiques peuvent aussi créer leurs propres médias pour essayer d'influencer personnalités politiques et groupes d'intérêt en tout genre. Mais attention, hein, bien sûr, quand je parle de rôle des médias, il ne faut pas croire que la médiatisation suffit. Elle n'est pas nécessairement suffisante pour qu'il y ait un problème public et pour qu'il soit mis à l'agenda. Il y a aussi un effet pervers de la scandalisation. En fait, la scandalisation permet de parler de certains sujets, mais elle conduit fréquemment à des débats qu'on peut qualifier de chauds. Les débats font rage dans les médias, et du coup, les responsables politiques ne vont pas se positionner tout de suite. Ils vont attendre une fois que la tension aura baissé. Et parfois, à cause d'une surmédiatisation et d'une scandalisation, les pouvoirs publics, les responsables politiques ne vont pas agir. Il y a bien sûr aussi la question du cadrage médiatique des sujets qui sont mis à l'agenda. Tout ça, c'est le processus dont on vient de parler de création des problèmes publics, de construction des problèmes publics et du processus de mise à l'agenda. Bien, donc on vient de voir que les médias sont un contre-pouvoir qui est protégé et que les médias interviennent, mais surtout les personnes à travers des médias interviennent dans la construction des problèmes publics et dans la mise à l'agenda de ces problèmes. Et parmi les personnes qui interviennent, il y a bien sûr le personnel politique et les décideurs publics qui utilisent aussi les médias. Comment? Par une communication à la population en cours de mandat, pour mettre à l'agenda un problème public, pour son image, dans une perspective électoraliste, de campagne ou non, etc., etc. Il y a en fait le développement, avec le développement des médias, d'une véritable politique médiatique. On peut penser au modèle, en sociologie, hein, au modèle de l'offre politique. Sociologie, science politique ici. Le modèle de l'offre politique, il nous dit que tel parti, telle femme ou tel homme politique va se saisir d'une question dans une perspective électoraliste. Pas tant pour attirer les électeurs que pour les informer qu'on est sensible à cette question, qu'on a telle idée sur le sujet, etc., etc. Ou pour reprendre un sujet à un concurrent sur le marché, sur l'échiquier politique, pour montrer qu'on est capable d'agir. Et je passe sur les raisons qui peuvent être multiples. Prenons juste un exemple, la question du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est vraiment rentré dans l'agenda politique qu'à partir de 2007. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je vais vous dire une phrase, un slogan qui a marqué les esprits. Il faut travailler plus pour gagner plus. C'est le slogan de Nicolas Sarkozy, l'un des slogans de Nicolas Sarkozy qui est apparu pendant la campagne de 2007. Donc on voit que l'usage politique des médias peut conduire à la mise à l'agenda de certains problèmes publics. On peut alors se poser la question, est-ce qu'il faut limiter la communication politique au détriment de la liberté d'expression? On l'a déjà dit, la liberté d'expression, elle n'est pas absolue. Il peut y avoir des limitations qui sont fondées sur d'autres points importants, d'autres valeurs importantes, d'autres libertés et droits importants. Et là, je vais répondre. Ma réponse est très simple, c'est oui. Oui, on peut limiter
la communication politique? Oui, il le faut. Pourquoi? Pour le pluralisme des idées et des candidats. Et oui, si on limite pas la communication politique, il peut y avoir un effet où les plus puissants, les partis les plus influents ou certains partis bien appréciés de certains médias vont plus parler que d'autres, les petits partis ne vont jamais parler, les idées qui sont trop différentes ne vont jamais s'exprimer, bref, pas de pluralisme. Et en démocratie, c'est pas ce qu'on souhaite. Pour la recherche non plus du bonheur, c'est pas ce qu'on souhaite. On aimerait avoir plusieurs avis qui s'affrontent pour justement essayer de trouver la réponse à cette question: comment faire pour être heureux? Question très vaste, hein, on va pas y répondre ici, mais, et c'est l'instant pub, n'hésitez pas à aller voir sur le Medium. Donc, Medium, c'est une plateforme de blog où je mets des articles, voilà, Epistos Kratos, vous pouvez aller chercher. Il y a un lien, je crois, dans la description, ou alors vous pouvez aussi trouver directement sur la page principale le profil YouTube. Vous pourrez trouver un lien vers le Medium d'Epistos Kratos, où il y a différents articles qui parlent de sujets différents de la Constitution, qui parlent de philosophie, qui parle, de ce que c'est que la beauté, qui parle de ce que c'est que la morale, qui parle de féminisme, qui parle d'écologie, qui parle d'autres sujets politiques et de philosophie et avec des cadrages, assez différents. Ça peut être assez droit, assez institutionnel, comme ça peut être plus littéraire. Ça peut être des réflexions qui ressemblent plus à des dissertations ou au contraire des poésies, des chansons et cetera. Bon, peu importe, c'était l'instant pub. Pourquoi limiter la communication politique? Pour le pluralisme des candidats, des idées, mais aussi l'égalité ou l'équité. Alors il y a une différence de notion entre égalité et équité. L'égalité, on l'a plutôt laissé tomber cette idée par rapport à la limitation de la communication politique. On va plutôt parler d'équité. Pourquoi? Pourquoi on ne parle pas d'égalité? Parce que ça n'aurait pas de sens d'avoir une égalité absolue. Pourquoi un parti qui ne fait que 1% aurait autant de temps de parole dans les médias qu'un parti qui en fait 55? Ou même 40, hein, peu importe, hein, j'ai dit un chiffre au hasard. Eh bien, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait une pondération. Bien sûr, les partis qui sont très influents n'ont pas à parler tout le temps. Mais les petits partis, même s'il faut qu'ils parlent plus que ce qu'ils représentent, un parti qui fait 1% ne va pas parler 1% du temps. Il va parler 2, 3, 4, 5%. Et après, ça dépend à quel moment, si c'est pendant des périodes électorales ou en dehors. Mais l'idée, c'est qu'il faut pondérer tout ça. S'il y a une égalité absolue, ça n'a pas de sens. Les partis les plus influents ont bien sûr plus de temps de parole. Et ça dépend surtout des résultats de ces partis aux précédentes élections. Donc il faut de l'équité, mais pas de l'égalité. Surtout que l'égalité pose problème encore plus s'il y a plein d'avis différents, plein de partis différents. Alors là, s'il y a 50 partis, les 50 avis, même ceux qui ne font que 0,5%, vont avoir autant de temps de parole que ceux qui font 20% de la population. Et ça deviendra illisible. Non, c'est l'équité, c'est cette notion-là qu'il faut utiliser. Il faut aussi limiter pourquoi? Pour la sincérité du scrutin, c'est-à-dire le choix libre et éclairé du citoyen. Il faut qu'il puisse se repérer, c'est aussi pour ça qu'on choisit plutôt de l'équité et pas de l'égalité. Et la limitation, c'est pas que dans le temps de traitement, c'est aussi dans la façon dont la politique est traitée, des mots qui sont dits, de la publicité qui est faite ou non. Est-ce qu'on a le droit de faire telle publicité? Est-ce qu'on a le droit d'insulter les parties adverses? Non, il y a un respect qui doit être minimal, bien sûr. Quelques insultes, ça arrive, mais de la diffamation, par exemple, c'est non. Les insultes aussi, normalement, c'est non, hein, mais bon, ça peut être plus indulgent sur des petites insultes dans des débats très chauds. Mais sur la diffamation, c'est non. Il y a un cadrage. Liberté d'expression, oui. Diffamation, non. C'est un exemple, hein, bien sûr, il n'y a pas que ça. On peut parler, je sais pas moi, on peut parler de la loi du 15 janvier 1990 qui encadre le financement des activités politiques, l'interdiction de la publicité commerciale, dont la limitation des dépenses de campagne sur le plan de la communication. Car oui, il y a aussi ça, hein, il y a la question du financement des dépenses de campagne sur le plan de la communication. Et l'utilisation ou non, est-ce que c'est possible, par exemple, pour un parti de dépenser énormément d'argent pour bombarder pendant les élections toutes les chaînes d'information de publicité? Non, c'est encadré, c'est pas possible. Il y a certains clips de campagne, sur certains formats, certaines horaires, qui sont autorisés. Et c'est même très encadré en France, les clips de campagne. Mais si je dois résumer la raison principale de cette limitation, c'est car la liberté, sinon, profite aux plus forts, c'est-à-dire aux plus riches. Donc limitation, oui, mais limitation proportionnée, bien sûr. On n'est pas dans la censure par le gouvernement. Ce sont des règles qui s'appliquent, mais pas un contrôle permanent sur chaque communication. C'est juste qu'il y a un cadre qui limite la liberté d'expression
qui est construit par la loi. C'est la loi qui forme ce cadre. Bien, parlons maintenant de l'utilisation politique sur Internet et sur les réseaux sociaux. La communication politique, elle est omniprésente toute l'année, sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas encadrée. Il y a bien sûr aussi le ciblage algorithmique, qui est souvent opaque. Sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, pourquoi est-ce que l'algorithme va sélectionner plutôt telle vidéo qu'une autre? Pourquoi telle partie semble être plus mise en avant que d'autres? Il y a un certain ciblage aussi, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas voir la même chose, le même contenu, donc ne va pas être soumis à la même communication politique, ce qui peut influencer évidemment le vote. Il y a aussi la question du financement qui n'est pas maîtrisé, qui est totalement opaque sur les réseaux sociaux, ou en partie, hein, ça dépend, parfois plus ou moins de transparence dans les partis. On peut dire aussi qu'il y a des campagnes indirectes, que ce soit par les influenceurs ou d'autres tiers, ou même par les sympathisants eux-mêmes hein, qui vont faire la communication politique de leur parti, hein, en allant débattre sur les réseaux sociaux, sur X principalement, mais pas que. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait de la période de réserve? Période de réserve qui est un silence électoral entre guillemets, qui est en fait avant chaque scrutin, il y a une période donnée, la veille en fait d'un scrutin et le jour même du scrutin, où à la télévision par exemple, on ne peut pas s'exprimer. Les partis ne peuvent pas s'exprimer pour parler de politique, continuer de débattre. Pourquoi? Pour laisser une journée à 2 jours, 2 journées, hein, on peut compter, ça dépend à quelle heure on vote, peu importe, mais pour laisser en fait un peu de temps de réflexion un peu de temps pour que les informations politiques des débats qui ont été très chauds décantent dans la tête du citoyen et qu'on ait, comme on l'a dit avant, un choix libre et éclairé. Donc c'est pour la sincérité du scrutin. Mais qu'en est-il sur les réseaux sociaux? Eh bien, il n'y a pas vraiment de silence électoral. Il y a très peu de contrôle de la communication politique, de limitation de la communication politique sur Internet et sur les réseaux sociaux. Il y en a, bien sûr, hein, tout ce qui est légal, qui doit s'appliquer, la diffamation sur les réseaux sociaux est punie, évidemment. Mais le cadrage est beaucoup moins important. Donc, est-ce qu'il faudrait ou pas plus de cadrage? Ça, c'est une question qui va rester en suspens parce que je n'ai pas de réponse. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il faut un cadrage plus important? Bien, donc n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires ou en discuter directement sur Discord. Et passons maintenant à la suite en parlant des médias d'État. Donc la communication politique, il y a les partis, bien sûr. Qu'en est-il des médias d'État, c'est-à-dire des médias qui sont contrôlés par l'exécutif? On n'en a pas en France, en tout cas pas actuellement. L'ORTF en était d'une certaine manière un. Et on a surtout des médias de service public. Donc on va surtout se concentrer sur les médias de service public. Les médias d'État, c'est un problème hein, plutôt. Des médias qui soient contrôlés par l'État, ça pose des limites, notamment en termes de transparence, d'indépendance et de confiance. Mais un média d'État dans un pays où il y a plein de médias différents, c'est pas réellement un problème. Et au contraire, ça peut être un média qui sert à relayer les informations officielles du gouvernement et donc un média qui permette un lien plus direct entre le gouvernement, entre le pouvoir exécutif et l'ensemble des citoyens. Mais ça peut aussi être fait par des médias indépendants de services publics, qu'ils ont financés par de l'argent public en grande partie, mais qui ne sont pas dirigés par le pouvoir exécutif, ni par le pouvoir législatif, ni par aucun autre pouvoir. En tout cas, pas directement. Donc, quelle place, quels objectifs et quels moyens pour ces différents médias? On peut parler du monopole public contre le pluralisme. En fait, au début, pour ce qui est de la radio, il y avait un monopole public. Mais c'était pas très bien pour la liberté, voilà, donc on est passé à la création de régulateurs publics distincts du pouvoir politique. Par exemple, l'attribution des fréquences radio, qui s'est opérée par la loi de 1982, qui a créé la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Haute Autorité qui a été remplacée en 1986 par la CNCL, remplacée en 1989 par le CSA, puis actuellement par l'ARCOM depuis 2022. Bon, faut suivre, ça change assez souvent de nom, parce que les médias évoluent, bien sûr, les institutions évoluent. Et actuellement, c'est l'ARCOM, qu'on connaissait avant sous le nom plutôt de CSA, qui va réguler les différents médias et en particulier la radio et la télévision, mais pas que. Donc on est passé d'un monopole public, sur les radios notamment, à du pluralisme. Et c'est ce qu'il faut. Ce qui ne veut pas dire que les médias d'État n'ont pas leur place, ni que les médias de service public n'ont pas leur place, au contraire, surtout que les médias de service public, leurs objectifs sont importants. Quel est leur objectif? L'audiovisuel public, par exemple, prenons cet exemple,
Son objectif doit-il être de séduire le public, de faire de l'audience, pour attirer les annonceurs, ce qui est une orientation qu'on a vue ces dernières années sur les différentes chaînes d'information ou sur les différentes radios publiques, ou est-ce qu'au contraire, il y a une mission d'intérêt général? Bien sûr, on l'a toujours actuellement sur les médias audiovisuels, sur l'audiovisuel public, que ce soit à la télévision ou à la radio, il y a toujours un objectif d'intérêt général, mais il y a toujours cette tension entre ces deux objectifs, intérêt général ou faire de l'audience. Le mieux, bien sûr, ce serait de faire de l'audience en traitant des sujets d'intérêt général, mais malheureusement, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours le cas. Bien, donc comme vous le voyez, dans cette partie-là, on est allé beaucoup plus loin. On a parlé de rapport entre la politique et la liberté d'expression et le pouvoir médiatique. Et il y a différentes questions qui se posent. J'ai répondu de façon brève à une partie d'entre elles. Mais les débats restent ouverts. Bien sûr, je ne peux pas parler dans cette vidéo qui sera déjà bien assez longue de tous ces sujets-là et de les aborder en profondeur. C'est un champ complet de la science politique, la sociologie des médias, la science politique spécialisée dans les médias. Et ici, on parle de constitution, donc, même si je parle bien sûr de ce contre-pouvoir médiatique, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'ensemble de ces sujets. Mais on va quand même élargir et se poser cette question. Quels réels effets des médias sur et dans la politique et l'opinion publique? Car c'est un sujet vraiment très intéressant et qui a le mérite de parler réellement de politique. Quand on parle d'opinion publique, on parle très clairement de politique, puisque l'opinion publique, c'est elle qui va guider, dans beaucoup de discours, l'action que certains partis, que même la plupart des partis, que le gouvernement souhaite mettre en place. L'appel, non pas à l'opinion publique, mais au peuple, aux citoyens, c'est ce que veut le peuple, c'est ce que veulent les citoyens, et donc c'est ce que veut l'opinion publique. Et donc on va se poser cette question, quels effets ont les médias? Sur qui? Est-ce que les émetteurs sont rationnels et conscients des effets? Pas forcément, pas toujours. Ou parfois il y a des effets qui sont pas désirés. Aussi, qu'est-ce qui est du contenu politique? Bon, ça c'est une question plus large à laquelle je ne vais pas répondre. Mais on peut se poser cette question. N'hésitez pas à vous la poser en commentaire, sur Discord, je le répéterai, encore une fois sans doute à la fin de l'épisode. N'hésitez pas, le débat est ouvert. Qu'est-ce qui est du contenu politique ou pas? Qu'est-ce qui doit être régulé ou pas? Qu'est-ce qui a une influence de façon politique ou non? Est-ce que parler des chats de Marine Le Pen ou parler de la famille, du parcours, familial de Jean-Luc Mélenchon ou de la grand-mère d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est considéré comme du contenu politique? Oui et non, ça se débat. Bon bref, quels effets des médias? Première question, la question la plus importante. Est-ce que les médias ont un réel effet? Est-ce que ce contre-pouvoir médiatique a un réel effet sur la politique et sur l'opinion publique? On en a un peu parlé quand on a parlé d'action publique et de mise à l'agenda. Et justement, il y a plusieurs visions qui se sont succédées. D'abord, il y a eu le paradigme médiacratique. Le paradigme médiacratique, ce mot barbare de paradigme et de médiacratique, ces deux mots peuvent paraître très compliqués, mais en réalité c'est très simple, hein. C'est tout simplement pour dire que la propagande et la manipulation politique ou médiatique des foules est possible et a un effet. On parle de foule, hein. C'est une vision assez ancienne, hein, qui date des années 1920-1930 et qui petit à petit a été démontée au fil de l'avancée de l'histoire et de la sociologie, bien évidemment. Il y avait cette idée d'oclocratie. On en a parlé de ce que c'était que l'oclocratie, c'est-à-dire le pouvoir aux foules ou à la foule. En fait, quand on parle d'oclocratie, quand on a ce paradigme médiacratique, on parle de foule, il y a en fait d'ailleurs une forme de mépris de classe, bien sûr. Et dans ces visions-là, dans le paradigme médiacratique, il y avait une référence, il y a, quand on parle de ça, une référence au concept de conditionnement, qui peut être pavlovien. On a aussi le modèle de la seringue hypodermique, qui est attribué à Harold Dwight Laswell, un chercheur américain. Donc, modèle qui est apparu dans les années 1920-1930, donc dans l'entre-deux-guerres. Cette idée, c'était quoi? Elle exprime très bien ce que c'est. La seringue hypodermique, c'est la seringue qui va s'enfoncer sous la peau pour injecter la propagande. L'idée, c'est que la propagande, c'est le seul moyen de faire adhérer une population à des comportements en démocratie. La propagande est alors amorale. C'est-à-dire qu'elle n'est ni immorale, ni morale. Elle ne touche pas à la morale. La propagande, ce n'est ni bien, ni mal, tout simplement. C'est juste, dans cette vision, dans ce paradigme médiacratique, l'idée
que c'est la propagande qui va faire adhérer les populations à des comportements, à des règles, à la loi de façon plus générale, et à ce qu'on veut faire d'elle. En fait, la cible de la propagande reste, dans cette vision, un agrégat passif et vulnérable qui répond à des stimuli. Et donc là, si on veut, c'est la pleine puissance des médias. Mais après vient ce qu'on appelle la théorie des effets limités, notamment limités en ce qui concerne la mise à l'agenda. Si les médias ne réussissent pas à dire aux gens ce qu'il faut penser, ils sont extrêmement efficaces pour dire à quoi il faut penser, quels sujets sont mis à l'agenda. Donc ça, c'est la théorie des effets limités dans sa première version, si on veut, hein, je simplifie énormément. C'est donc l'idée qu'il y a une influence sur l'attention du public à certains enjeux, mais pas vraiment sur les choix et opinions du public qui sont faits ensuite par rapport à ces enjeux. Donc il y a une mise à l'agenda, mais pas d'effet sur l'opinion de tout un chacun, ou très peu d'effets. Bon, concernant cette mise à l'agenda, concernant ces effets, j'aimerais nuancer un peu. Avant de poursuivre, j'aimerais parler rapidement de la notion de bulle de filtre. Vous connaissez cette notion, sans doute, elle a été assez médiatisée. C'est l'idée que chacun va être enfermé dans une espèce de bulle de filtre sur les réseaux sociaux. Mais pas que, hein. Car en fait, on a tous un biais de confirmation. On va chercher inconsciemment les informations qui vont dans notre sens de pensée, qui vont dans le sens de ce qu'on croit déjà, dans le sens de nos opinions. On va avoir tendance à regarder, si on est de gauche, plutôt des personnalités de gauche sur les réseaux sociaux, de lire de la presse de gauche, écouter des radios qualifiées de gauche, et si on est de droite, plutôt la droite, etc., etc. Et donc cette notion de bulle de filtre va en partie contredire cette idée que les effets sont limités, mais pas pour la mise à l'agenda. Eh bien, ça dépend. Avec les réseaux sociaux, les jeunes qui vont de moins en moins regarder la télé, etc., eh bien, il y a moins de mise à l'agenda, puisqu'ils vont rester dans leur bulle de filtre et donc être confrontés au même sujet de façon récurrente, et les sujets qui les intéressent vont rester plus ou moins les mêmes. Donc, dans les médias qu'on pourrait qualifier de médias pull, et pas de médias push, donc c'est-à-dire que l'information, on va la chercher sur les réseaux sociaux et surtout sur les moteurs de recherche, donc par opposition aux médias push, qui nous envoient le contenu sans qu'on aille le chercher, comme la télévision, la radio, les newsletters, etc. Et bien sûr, ces médias pull, P-U-2-L, hein, pas l'animal, ça paraissait évident, mais bon, pour ceux qui se posaient la question, au moins c'est clair. Donc, dans les médias pull, je reprends mon idée, eh bien, il faut nuancer, car la bulle de filtre va faire en sorte qu'on va plutôt rechercher, avec le biais de confirmation dont je parlais avant, on va plutôt rechercher des informations qui vont dans notre intérêt, dans notre opinion, qui vont dans le sens de notre opinion. Aussi, on continue, les médias peuvent faire face à la dépendance au sentier des politiques publiques. La dépendance au sentier, c'est une notion que j'apprécie beaucoup et donc je voulais en parler rapidement. C'est l'idée que une institution, à force d'agir de la même façon, à force d'appliquer les mêmes règles, à force d'agir d'une certaine manière, va ancrer des habitudes et donc va devenir dépendante au sentier qu'elle a déjà tracé. À force de passer au même endroit, ça crée un chemin et on a tendance à ne plus s'écarter du chemin qui a été tracé. Et pourtant, les médias peuvent faire face. Bien sûr, la mise à l'agenda, ça peut être fait par la médiatisation. Mais le processus n'est pas toujours linéaire. Il peut y avoir une forte demande sociale sans mise à l'agenda, même avec la médiatisation. Parce que l'agenda est surchargé, parce qu'il y a une demande qui est vue comme illégitime ou infaisable par le décideur. Aussi, le problème peut être traité partiellement, par exemple en discutant simplement ou en ouvrant une commission. Mais les médias peuvent quand même lutter. Oui, les effets sont limités, mais ils ne sont pas nuls. J'aimerais parler ici d'un effet possible des médias avec l'incrémentalisme, qui est une idée développée en 1959 dans l'article The Science of Muddling Through par Charles Edward Lindblom, qui est un économiste et politiste américain. L'incrémentalisme, c'est l'idée que dans les décisions publiques et l'évolution des politiques, notamment quand les décideurs cherchent des solutions consensuelles, qui paraît juste pour la majorité, eh bien, il y a un compromis, notamment pour éviter le blâme électoral, car les électeurs votent plus souvent contre quelqu'un qui a fait des mauvaises mesures que pour des bonnes mesures, donc le changement est réel, mais il est lent et incrémental, petit pas par petit pas. C'est ça l'incrémentalisme.
Une fois qu'on est au pouvoir, quand on est le pouvoir en place, quand on est l'exécutif, quand il y a une dépendance au sentier, eh bien, on veut bien changer, mais un peu, petit à petit pas par petit pas. Pourquoi? Pour rester dans le consensus, dans ce que veut la majorité, pour ne pas trop prendre de risques. Parce que prendre des risques, c'est risquer un échec. Et en politique, mieux vaut ne réussir qu'une fois et ne pas avoir échoué, ne pas avoir fait quelque chose qui ne va pas du tout et ne pas subir l'opprobre. Mieux vaut ça qu'avoir réussi 10 exploits exceptionnels, mais d'avoir raté une fois. On va vous reprocher aux élections, les électeurs vont reprocher cette chose qui a été mal faite. Car on est humain, on a tendance à se concentrer sur les défauts et à ne pas voir les réussites et les bonnes choses. Aussi, même si les médias n'ont pas un effet direct, même s'ils n'ont un petit effet avec l'incrémentalisme, ils ont quand même un effet sur l'opinion. L'idée de Paul Lazarsfeld et Elio Katz dans Personal Influence en 1955, donc ce sont des sociologues américains des médias, Paul Lazarsfeld et Elio Katz, qui vont nous dire que les leaders d'opinion jouent un rôle de relais entre les médias et les indécis, surtout en contexte électoral. En contexte électoral, il y a du court terme, il faut prendre des décisions vite pour aller voter. Et donc dans l'ensemble des couches sociales, on va avoir ce two-step flow of communication où les leaders d'opinion. Au sein des groupes, les leaders d'opinion, ce sont ceux qui vont alors filtrer selon les caractéristiques sociales du récepteur. Ils vont réinterpréter les différents discours. L'exposition va être sélective aux médias et au contenu. Les programmes éducatifs, par exemple, là c'est pas de la communication politique, mais les programmes éducatifs touchent surtout les personnes déjà éduquées. Et donc dans cette idée-là de two-step flow of communication, c'est l'entourage des personnes qui sont indécises qui va jouer un rôle important. Les personnes les plus politisées, les personnes qui suivent le plus les médias, qui ont tendance à conduire les autres, à transmettre des informations, à lancer les débats, donc des leaders d'opinion, eux vont pouvoir ensuite faire changer les indécis. Donc les effets des médias sont limités et sont indirects. Il y a aussi, bien sûr, la question des interprétations et des bruits dans le processus médiatique. Les bruits, ce sont toutes les choses parasites. Lorsqu'il y a un processus de communication, lorsqu'on regarde la télé, il peut y avoir le voisin qui fait des travaux ou quelqu'un qui nous parle en même temps, qui va conduire à ce que le message ne soit pas écouté complètement, ou de la bonne manière, ou qu'il y ait de mauvaises interprétations. Il peut y avoir des malentendus aussi, des quiproquos, des contresens. Il y a aussi l'intervention du biais de sélection des informations, en lien notamment avec le biais de confirmation dont on a parlé plus tôt. Aussi, selon nos connaissances, selon la culture qu'on a, les codes, les ressources des récepteurs, donc des personnes qui reçoivent la communication, eh bien, il n'y aura pas la même interprétation. Et donc, un message politique n'aura pas le même effet. Il y a différentes interprétations qui sont possibles, qu'elles soient conscientes, notamment lorsqu'il y a une résistance au message, ou lorsqu'elle est inconsciente. Donc les effets des médias, c'est un sujet d'étude très vaste qui nous dit que ces effets sont limités, qu'ils sont plutôt indirects et qu'ils dépendent du récepteur autant que de l'émetteur. L'émetteur va créer un message, va le construire, le modeler, le transmettre d'une certaine façon, mais entre le processus de création, de pensée déjà du message, de sa formulation, de son émission, et ensuite de sa réception et de son interprétation, il peut y avoir différents bruits à plusieurs endroits. Et le récepteur, selon son capital social et culturel, selon les ressources intellectuelles, en termes de culture, en termes de connaissances, selon où il est, dans quelle situation il est, qui il est, eh bien, va y avoir un effet qui sera différent. Alors, qu'en est-il de la diversification des médias avec Internet et de l'interactivité sur les réseaux sociaux? On en a parlé un peu avant en parlant de communication politique. Maintenant, parlons-en de façon plus générale. La diversification des médias avec Internet et l'interactivité des réseaux sociaux, mais aussi des contenus live, ça va créer, bien sûr, différents effets, notamment la bulle de filtre dont on a déjà parlé. Mais on remarque aussi un autre phénomène, c'est que comme il y a beaucoup plus de médias, qu'on est beaucoup plus bombardé par les médias que sur les réseaux sociaux, on ne maîtrise pas complètement ce qu'on voit. Bien sûr, l'algorithme va sélectionner en partie, mais il y a aussi ce qu'on appelle des expositions accidentelles. Donc, est-ce que la bulle de film nous protège plus des messages qu'on ne voudrait pas entendre, qui vont pas dans le sens de nos opinions politiques, ou est-ce que les expositions accidentelles vont faire qu'on va être soumis à différents messages politiques
et qu'on pourra ensuite avoir un choix éclairé, qu'on va pas rester dans notre bulle de filtre. La question se pose. Et en réalité, les deux ne sont pas incompatibles, hein. On peut avoir des expositions accidentelles et en même temps une bulle de filtre. Car au final, on peut, par la bulle de filtre, par nos filtres personnels, internes, inconscients ou conscients d'ailleurs, réfuter un message, être opaque à une certaine interprétation, refuser un message, refuser l'interprétation. On peut en fait filtrer les expositions accidentelles. Aussi, avec cette diversification, cet effet bulle de filtre et l'interactivité qu'on a, il peut y avoir la construction de communautés et donc des risques de communautarisation. Communautés qui vont se renforcer et conduire à des affrontements sur les réseaux sociaux et potentiellement à une polarisation des débats. Bien. Donc, est-ce que vous ou même moi, nous sommes soumis à cette bulle de filtre? Ou est-ce que en période électorale, notamment, et même c'est surtout à ce moment-là que c'est assez important, mais pas que, hein, la politique, ce n'est pas que quand il y a le vote, mais est-ce que pendant cette période-là, il peut y avoir une exposition accidentelle qui va nous faire réfléchir sur différents sujets, nous rencontrer en fonction de nos avis politiques, donc créer du débat et permettre, par le débat, une meilleure recherche de ce qu'on pourrait appeler la vérité en politique. Trouver en fait la position qui est la meilleure, hein, si on veut. Et pour nous éclairer sur la meilleure décision, bien sûr, on peut se référer à la majorité. Eh oui, la majorité a toujours raison, non? Bon, je n'y crois pas, hein, bien sûr, mais on va parler maintenant des sondages. Les sondages et la fabrique de l'opinion publique. Oui, il y a un parti pris directement là tout de suite. On va pas passer 150 ans sur les sondages, il y aurait énormément de choses à dire. Certains parlent de dictature des sondages, de dictature de l'opinion, puisqu'à partir des sondages, on en a parlé un peu avant, les personnalités politiques vont essayer d'aller dans le sens de la majorité pour rester dans un consensus, un compromis un peu mou, pour éviter de trop froisser l'opinion publique entre guillemets, pour en fait tout simplement se faire réélire. Et donc, à propos des sondages, on peut se poser la question, est-ce que les sondages, c'est une participation citoyenne indirecte pour influencer les politiciens et les décideurs? Comment? Pour les citoyens, bien sûr, en présentant leur opinion en dehors des élections, en dehors des votes ou des votations, et donc aussi pour faire sélectionner par les partis certains candidats, notamment les sondages sur des candidats à des primaires ou à des élections. Bon, bien sûr, il y a une influence, mais elle n'est pas si grande que ça. Et cette participation citoyenne est tout de même assez limitée, notamment car elle est indirecte et en grande partie passive. Déjà, il faut participer à un sondage, ce qui n'arrive pas tous les 4 matins, à moins d'être dans un réseau où on participe constamment à des sondages. Aussi, j'aimerais aborder les nombreux problèmes des sondages. On va juste les citer. Il y a la volatilité, le fait que le sondage vaut à un certain moment et que l'opinion de, voilà, des individus et même de façon générale, un peu tout le monde peut évoluer assez rapidement à cause d'un événement ou tout simplement à cause du contexte politique, de l'atmosphère ambiante, etc. Il y a aussi les marges d'erreur qui ne sont pas toujours prises en compte. La représentativité, ce n'est pas évident d'avoir un panel réellement représentatif. Il y a différentes méthodes pour ça, et qui ont toutes leurs défauts. Il y a aussi, et là c'est plus important, l'imposition du sujet. Le fait que quand on pose des questions à un sondage, on impose le sujet du sondage à la personne à qui on pose la question, sujet sur laquelle la personne n'a pas forcément d'avis. Il y a aussi la question de la formulation des questions et l'ordre des questions, mais aussi la formulation des réponses et l'ordre des réponses, qui peut avoir un effet sur la réponse du sondé. Il y a aussi les interprétations multiples des questions et des réponses. Et oui, on va pas tous avoir la même lecture de la question qui nous est posée et des réponses en fonction des définitions qu'on a de mots. Par exemple, des mots un peu compliqués comme libéralisme. Qu'est-ce que vous pensez du libéralisme, par exemple? Eh bien, ça dépend ce qu'on entend par libéralisme, c'est si vaste. Et d'autres biais, hein, d'autres problèmes avec les sondages. Et juste, je précise une dernière chose sur ces problèmes-là, et ici concernant la représentativité. Il y a une difficulté croissante à constituer des panels représentatifs de la population française, car 80% à 90% des contacts qui sont effectués par les instituts de sondage se soldent par des refus, notamment par téléphone. Donc c'est une certaine partie de la population qui va accepter. Et est-ce que les personnes qui répondent au sondage représentent bien l'ensemble de la population?
Est-ce que d'un point de vue politique, d'un point de vue des questions qui sont posées, ce ne serait pas certains types de personnes qui voteraient ou qui penseraient d'une certaine manière sur certains sujets politiques, en économie, sur des sujets internationaux, etc., qui répondraient aux sondages? Et que donc ces sondages-là ne seraient pas représentatifs sur ces sujets-là. Ça peut être sur certains sujets et pas d'autres. Encore une fois, c'est une question ouverte. Aussi, le choix des questions. Les questions dans les sujets sont souvent là pour légitimer des sujets ou des opinions, même s'ils arrivent rarement à mettre des sujets à l'agenda, car ils posent des questions sur des sujets qui se sont déjà imposés par d'autres biais le plus souvent. Aussi, la situation de sondage tend à accroître la contingence de l'opinion sous la pression de devoir donner une réponse rapidement, de façon formalisée et sans nuance. Ainsi, des personnes vont répondre alors qu'elles n'avaient pas d'avis. Et si on leur pose la question sous un autre jour, eh bien, elles vont répondre des choses complètement différentes. Et concernant les interprétations, dernière chose, il y a les interprétations, non pas des personnes qui vont répondre au sondage, mais l'interprétation, plutôt les interprétations multiples possibles des résultats du sondage. Pas des choix qui nous sont proposés quand on répond à un sondage, mais une fois qu'on a obtenu toutes les réponses des sondés, les résultats qu'on obtient. Prenons un exemple très simple, sur les points les indices de confiance, ou les points pour le vote pour un candidat, avant les élections bien sûr. On pourrait attribuer à tort l'augmentation d'un point d'un candidat dans les sondages à un bon coup médiatique. Alors que si ça se trouve, c'est pas du tout ça. On peut lier des choses entre elles sans faire de réelles études derrière. Ça, c'est ce qui se passe souvent sur les plateaux de télé. Lorsqu'on a des sondages, on va surinterpréter les résultats du sondage. Donc, si ça se trouve, les résultats sont biaisés, et en plus, en les surinterprétant, on va leur faire dire des choses qu'ils ne disent pas. Donc les sondages, bien sûr, ce sont des outils intéressants, qui essaient de sonder ce que pense la population, ce que pourrait être le résultat du vote. Mais ils sont imparfaits, et donc à prendre avec des pincettes. L'opinion publique, ce sont des réponses forcées, attendues et influencées par des sondages situés. Je vais développer un peu, bien sûr, mais ça c'est mon avis. L'opinion publique existe-t-elle vraiment d'abord? Et si oui, comment la saisir? Est-ce que la somme d'opinions individuelles obtenues de façon floue, imprécise et sous la contrainte, donc la contrainte des sondages, forme une opinion publique collective? Donc, évidemment, la formulation de la question ici, on est bien dans le thème des sondages, indique la réponse que je pense. De façon générale, est-ce que l'opinion publique est la somme des opinions individuelles? Est-ce que toutes les opinions se valent, ont la même valeur? Est-ce qu'une opinion sur un candidat qui serait fondée sur le fait qu'il est charismatique ou qu'il est beau a autant de valeur, ou a la même valeur plutôt, que quelqu'un qui est convaincu par les idées de ce candidat? Alors là, sans jugement de valeur, sans jugement de ces deux valeurs, il y en a une qui va potentiellement plus changer que l'autre. Si un candidat plus beau intervient, alors la personne va potentiellement aller voter pour ce candidat plus beau, pour elle, hein. Alors que celui qui est convaincu par les idées va plutôt rester sur le candidat qui a les idées proches des siennes, sur lesquelles il est le plus convaincu. Aussi, l'opinion publique, quand on la sonde, donc par les sondages, il y a une chose qui apparaît rarement, et c'est dommage, c'est la non-réponse. Car la non-réponse, elle est parfois, et même assez souvent, plus instructive que la réponse. Le fait de ne pas pouvoir répondre à des questions peut indiquer que les questions étaient en fait mal posées, que les sondages n'intéressent pas vraiment. Mais bon, après, quand on pose une question à des gens, même si on leur donne la possibilité de ne pas répondre, selon le contexte, selon comment on pose les questions, si c'est au téléphone, si on a un vrai être humain derrière, si c'est pas juste des cases à cocher sur internet, voilà, vite fait, comme ça, pas pour faire plaisir à quelqu'un, juste, voilà, rapidement, et bien c'est pas la même chose. S'il y a quelqu'un en face de nous, on va plutôt avoir tendance à vouloir donner une réponse. Pourquoi? Parce qu'on est dans une relation sociale et donc on veut, entre guillemets, «faire plaisir à l'autre», même inconsciemment, en répondant à la question, en donnant une réponse, en entrant dans la relation. Alors que si ce sont des cases à cocher, et bien montrer qu'on ne sait pas, c'est pas si grave. Vous pouvez voir toutes ces influences qui jouent, hein, c'est important de le savoir. C'est important de le garder en tête. Aussi, je vais aller plus loin là-dessus pour bien exprimer clairement ce que je pense. Les sondages sont de courts échanges de paroles ou d'écrits simples entre le sondeur et le sondé.
Donc c'est fort contestable de croire que cet échange suffit à saisir l'opinion individuelle du sondé, notamment à cause des biais de cadrage, mais pas seulement. L'opinion, c'est un construit social, donc qui se forme selon la situation dans laquelle elle s'exprime, notamment devant qui, je viens d'en parler. Il y a des variations de forme, de valeur, voire de contenu qui sont possibles selon le contexte pour l'expression d'une opinion sur un sujet chez un même individu. Selon le contexte, selon comment sont posées les questions, eh bien la réponse peut différer pour la même personne. Il y a aussi les limites du langage lui-même pour exprimer son opinion. Il est notamment difficile parfois d'exprimer un degré de certitude ou un doute sur ses opinions, et aussi d'en rendre compte dans les résultats du sondage à la fin. Souvent même, les gens n'ont pas d'opinion sur le sujet, ou ils n'ont pas les connaissances pour y répondre, ou ils se méprennent sur une définition, ou alors le sujet ne les intéresse pas, ou que sais-je encore. Il y a la question aussi de la compétence de chacun. Et ici, j'aimerais faire un rappel que tous les politistes connaissent, c'est au sujet du Sens caché, un ouvrage de 1978 par le politiste français Daniel Gaxi, qui nous dit que le sens caché, c'est un phénomène, alors là je ne cite pas, hein, mais le sens caché, c'est un phénomène d'auto-exclusion des profanes en politique. En fait, de ceux qui n'ont pas les compétences politiques, qui ont des capacités intellectuelles ou culturelles qui sont différentes. Et là, je ne dis pas que les personnes sont stupides, je dis juste qu'elles ont des capacités, des moyens différents et non légitimes. Il y a une certaine culture dans la politique. Et il faut connaître ses codes, il faut connaître la culture politique pour pouvoir participer à ce jeu et donner son opinion. Et même si on les connaît, parfois selon le milieu d'où on vient, ce qui n'a rien à voir avec l'intelligence ou quoi que ce soit, hein, eh bien selon le milieu d'où on vient, on peut avoir un sentiment de ne pas être légitime, de ne pas être compétent, alors qu'on l'est, hein, de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas avoir le droit de s'exprimer, ou de ne pas savoir comment s'exprimer. Donc selon le milieu social et le niveau de diplôme, il y a un capital socioculturel qui est différent. Je dis pas qu'il y en a un meilleur que l'autre, mais il y en a un qui est plus légitimé que l'autre. Et dans les milieux sociaux qu'on dit défavorisés, les personnes les plus pauvres, les quartiers populaires, les personnes avec un niveau de diplôme plus faible, elles ne vont pas avoir la culture pour participer au jeu politique, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est un réel problème en démocratie. C'est pour ça que Daniel Galaxy a parlé de sens caché, car le sens, c'était le fait que certaines personnes ne votaient pas parce qu'elles n'étaient pas assez riches. Il fallait, dans les premières républiques françaises, payer un certain nombre d'impôts, être donc assez riche pour avoir le droit de vote. Eh bien ici, ce que montre Daniel Galaxy dans cet ouvrage, qui commence à dater bien sûr, mais qui est toujours très important, ce qu'il montre dans cet ouvrage de 1978, c'est qu'il y a un sens qui n'est plus fondé sur l'argent, pas seulement, qui est fondé sur l'argent, bien sûr, sur la classe sociale, sur le capital culturel transmis au sein des parents ou appris à l'école sur le diplôme. Donc j'aimerais conclure sur l'opinion politique. Bien sûr, vous avez toujours ma réponse à l'écran. L'opinion publique, ce sont des réponses forcées, attendues et influencées par des sondages situés. Et je vais reprendre une analyse du sociologue français Pierre Bourdieu, qui nous dit que les sondages ne contribuent qu'à légitimer les positions des dirigeants. Je paraphrase, hein, bien sûr, ce ne sont pas des citations, car les questions posées sont celles des commanditaires ou des instituts de sondage qui produisent à un instant T les sondages et qui vont, dès lors, produire les réponses. Ça légitime les questions qui sont posées, peu importe la réponse. C'est à ça que servent les sondages surtout, à poser des questions. Et donc, à mettre des questions, à mettre des sujets sur le devant de la scène. Le sondage aussi permet de nier les non-réponses. Bien souvent, il n'y a pas de non-réponse qui est possible. On ne peut pas dire je ne sais pas. On ne peut pas ne pas répondre. Déjà, parce que les personnes qui ont refusé de répondre au sondage, eh bien, elles ne sont pas là, tout simplement. Donc celles qui ont finalement répondu au sondage vont avoir tendance à répondre, même si elles ne savent pas, qu'elles ne veulent pas. Voilà, elles vont se sentir un peu obligées. Et aussi, si elles ont dit oui, c'est pour répondre aux questions. Donc, on nie les non-réponses. On légitime les opinions dominantes des dominants, car les questions qui sont posées sont sélectionnées pour ça. Et souvent, on peut prédire à l'avance les réponses au sondage, car les sondeurs savent très bien les questions qu'ils posent et savent les réponses qu'ils peuvent obtenir. Et souvent, il y a une espèce de majorité molle, ou ce qu'on pourrait appeler un marais centriste, des réponses attendues et souhaitées. C'est pas toujours le cas, mais dans beaucoup de sondages, on n'apprend pas grand-chose. Au final, ça vient juste confirmer, dans la façon dont sont formulées les questions,
dans le contexte, etc., ça vient renforcer des questions et les points de vue des personnes qui posent les questions. C'est pas systématique, mais c'est souvent le cas. Et c'est pour ça qu'à partir des sondages, bien sûr, les sondages sont intéressants, mais il faut bien faire attention à comment ils sont formulés, à comment ils sont passés et à comment ils sont interprétés. Donc des outils intéressants mais imparfaits, et surtout une opinion publique qui ne peut pas être dégagée à partir de ces sondages. D'autant plus que l'opinion publique, pour moi, elle n'existe pas. Ça n'a pas de sens sur une population large d'essayer d'avoir une seule opinion publique. Ou alors c'est seulement à un moment T, à un instant T, et dans un contexte bien particulier. Selon comment on forme la question, c'est pas la même chose. Aussi, est-ce que cette opinion publique, elle ne serait pas différente s'il y avait eu débat sur ce sujet-là? Mais est-ce qu'au final, cette opinion publique, peu importe ce qu'elle pourrait être, est-ce qu'elle est réellement intéressante? Est-ce que ce serait cette opinion publique qui devrait gouverner? Est-ce que ce serait une opinion majoritaire obtenue par des sondages sans débat, dans des conditions potentiellement douteuses? Est-ce que c'est cette opinion-là qui devrait dicter l'action publique? Bon, je pense que vous avez compris ma position sur l'opinion publique. Elle n'est bien sûr pas sans fondement. J'ai utilisé des auteurs, même si c'est pas mon habitude, mais j'ai utilisé des auteurs pour essayer d'étayer ma réflexion et vous montrer aussi que c'est un sujet qui anime les débats au sein de la sociologie et de la science politique. Donc on l'a vu, les médias ont une influence, sans doute limitée, mais une influence quand même. Mais cette influence, elle n'est pas suffisante, elle ne semble pas très forte, et donc si on ne peut pas passer par les médias, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens hors des médias pour influencer le pouvoir en place? Et là, juste, j'aimerais vous parler de quelques moyens qui sont hors des médias, qui permettent d'influencer le pouvoir politique, et donc d'exercer ce contre-pouvoir qu'on cherche tant, depuis qu'on a parlé lors du précédent épisode, du risque de dérive autoritaire. Donc il y a le contre-pouvoir médiatique, mais il y a aussi les pétitions. Les pétitions, bon, ça c'est limite. Surtout car on peut se poser la question d'à partir de combien de signatures elles sont réellement significatives ou non. Même 1 million de signatures, ça a beau être beaucoup, est-ce que ça représente l'opinion, l'avis de 60 millions de personnes? Sur un sujet très polarisé, pas nécessairement. Si beaucoup de gens ont des avis très tranchés, on peut très bien avoir une pétition qui serait signée par 1 million de personnes qui va dans un sens, et une pétition signée par 1 million d'autres personnes qui va dans le sens complètement opposé. Donc, c'est compliqué de savoir si une pétition a une valeur ou non. Par contre, elle peut permettre d'interpeller le politique, d'interpeller les décideurs publics sur des questions spécifiques. Elles peuvent conduire à la formulation de nouveaux problèmes publics, ou, sont les pétitions, peut aussi conduire à l'émergence de solutions. Donc, les pétitions peuvent aussi, en plus de formuler de nouveaux problèmes publics, les pétitions peuvent aussi permettre la mise à l'agenda de ces problèmes. Mais le moyen d'action qui retient beaucoup l'attention et la suspicion, c'est évidemment l'action corporatiste silencieuse. C'est le lobbying tel qu'on l'imagine. C'est un petit groupe, ou un individu, ou une profession qui fait passer un problème à l'agenda sans passer par des mobilisations. Ce sont de petits groupes qui ont un accès privilégié à certaines autorités nécessaires. Par exemple, l'armée qui fait passer ses demandes de nouveaux matériels directement au gouvernement. Et c'est cette action-là qui intéresse dans beaucoup de séries et qui intéresse aussi les personnes qui voient des complots partout. C'est le deep state, l'état profond. Ce sont les petits dîners entre industriels et politiques, entre milliardaires et politiques, entre certains groupes de pression et les politiques. Ces discussions à huis clos, sans micro, sans caméra, qui ne passent pas par les médias, et qui pourtant peuvent avoir une influence sur les décisions qui sont prises, sur les solutions qui sont apportées à des problèmes publics, et ça, c'est encadré en partie par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dont on a parlé dans un précédent épisode. Comme autre moyen aussi, bien sûr, il y a tout ce qui est mobilisation, les manifestations, les grèves, les blocages, etc., etc. Bien, donc cet épisode bien long touche à sa fin. On va simplement conclure pour reprendre globalement ce qu'il faut en tirer de cet épisode. J'ai voulu parler de beaucoup de choses concernant la liberté d'expression et concernant les médias. J'ai voulu dresser un panorama des différentes questions qui peuvent toucher aux relations entre médias et pouvoir politique.
Ce qu'il faut retenir, ce qui est important dans le cadre de notre constitution, dans le cadre de Parlons Constitution, c'est que les médias, ce sont un contre-pouvoir essentiel et protégé. Les médias sont essentiels pour le pluralisme et la circulation des idées. Je renvoie bien sûr à cette notion de recherche du bonheur. Les médias aussi, ils sont protégés par la Constitution, les libertés fondamentales, d'opinion, d'expression et de presse dont on a parlé vers le début de l'épisode. Les médias interviennent, mais ils sont encadrés, notamment dans leur utilisation politique, dans la publicité qui est faite. Là, il y a une limitation proportionnée pour le pluralisme, un traitement équitable et une sincérité du scrutin. Et pourquoi ça? Car sinon la liberté profite aux plus forts, c'est-à-dire bien souvent aux plus riches. Les médias ont des effets ambivalents sur les politiques publiques, sur l'action publique et sur l'opinion publique entre guillemets. En fait, on est entre la fabrique de l'opinion publique, cette idée que par les sondages on va créer une fausse opinion qui va avoir une influence, et la mise à l'agenda, bien sûr, des problèmes publics. Et de l'autre côté, on a quoi? On a ce qu'on pourrait appeler les effets limités. Et aussi la bulle de filtre, dont on a parlé, qui est une des causes, hein, bien sûr, de l'effet limité des médias. Mais ça ne veut pas dire que les médias ne sont pas un contre-pouvoir essentiel qu'il ne faut pas protéger, non. Bien sûr, les libertés d'opinion, d'expression et de presse sont à protéger. Les médias jouent un rôle quand même important. Qu'ils aient un effet important ou non, ils contribuent au moins à l'information. Et ça, c'est un effet qui certes n'est pas un effet de changement d'opinion, mais qui est un effet tout de même, et qui est essentiel. La bonne information, pas seulement le fait de la recevoir, mais aussi le fait qu'elle soit accessible. Et ça, c'est peut-être le plus important. Pour qu'il y ait recherche, il faut que les informations soient accessibles, à défaut de nous être transmis directement et de nous influencer. Il faut au moins que si on en a besoin, on puisse aller les chercher. Et si l'utilisation des médias n'est pas quelque chose de suffisant pour influencer la politique, pour exercer un contre-pouvoir face à des risques autoritaires, mais pas que, pour exercer une influence politique, eh bien, on peut passer par d'autres choses. On peut influencer le pouvoir en dehors des médias, par des pétitions, par une action corporatiste silencieuse. On a parlé alors des groupes d'intérêt, des lobbies qui agissent dans ce sens. Manifestations, grèves, blocages, etc., qui peuvent exercer une pression sur le pouvoir en place. Alors on a commencé à parler des groupes d'intérêt, des lobbies, et derrière tout ça, se pose une question, faut-il seulement s'exprimer sur tout? Est-ce qu'il faut tout médiatiser? Est-ce que l'action corporatiste silencieuse n'est pas à défendre? Est-ce qu'au final, il ne doit pas rester une part de secret? La prochaine fois, on parlera du secret en politique, donc on va rester sur l'idée de communication, mais ici plutôt sur la non-communication, et on va revenir aussi sur la question de la transparence. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. C'était Elsker. N'hésitez pas à commentaire, like, aller sur Discord. N'hésitez pas aussi à aller voir sur Medium les différents articles d'épisodes gratos qui peuvent vous intéresser. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode sur le secret, pour l'épisode 74 de Parlons Constitution. C'était Esker. À bientôt!